Je m'appelle Gilles Beauchamp, je suis délégué CGT à la société Getrac Ford Transmission, après avoir été pendant quelques années militant à la CGT Ford jusqu'à la séparation en 2009. Pourquoi est-ce que vous avez déposé un préavis de grève de 24 heures? Pourquoi est-ce que vous avez débrayé ce matin? Nous avons débrayé parce que le 4 septembre, la direction nous a convoqué à un CSE extraordinaire pour nous annoncer que Ford et Magna avaient décidé de mettre fin à la joint venture GFT et se répartir les usines entre eux. Donc ce qu'il en ressortait, c'est que Magna reprendrait le site de Blanquefort en créant une société de droit française qui serait donc une filiale Magna dont l'actionnaire à 100% serait Magna, et les usines dans le même statut, Cologne et Alwood. Alwood, il crée une société en Angleterre dont l'actionnaire principal à 100% sera Ford, et à Cologne, il réintègre directement le monde de Ford. Et donc, avec tout ça, on a Magna qui se pointe en nous disant qu'ils veulent reprendre l'usine, mais ils nous expliquent qu'ils n'ont pas de nouveaux clients, ils n'ont pas de nouveaux produits, mais par contre, il faut leur faire confiance parce qu'ils ont une stratégie et un service commercial, donc en nous expliquant que nous allons bénéficier de la force de frappe de ce service commercial et que ça suffira à nous permettre notre avenir, parce que il nous explique encore une fois que le fait qu'il y ait Ford dans Getrac Ford Transmission, ça gêne pour vendre des boîtes à des clients extérieurs, mais que le fait qu'on devienne Magna permettrait de vendre des boîtes aux clients extérieurs, c'est-à-dire aux autres constructeurs automobiles. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2001, quand on est passé GFT, on a eu droit exactement au même discours. À savoir que c'était Ford, donc ils ne pouvaient pas vendre les boîtes à l'extérieur, mais qu'en passant GFT, ça allait permettre de vendre des boîtes à d'autres constructeurs. Résultat des courses, en 20 ans, eh bien, on a toujours Ford comme unique client. Donc, le débrayage en lui-même, on réclame que Ford assume ses responsabilités. Ça fait près de 50 ans qu'ils sont sur Blanquefort, qu'ils ont accumulé des années et des années de bénéfices et de dividendes qui leur ont été reversés. Et que donc ils ont une responsabilité vis-à-vis des salariés de Blanquefort, et donc on leur demande deux choses: de nous assurer des perspectives pour la pérennité de l'usine, donc à savoir non seulement qu'ils continuent à acheter les boîtes MX65 qu'on fabrique à l'heure actuelle, mais qu'ils s'engagent à nous acheter les produits pendant au moins 10 ans, et que s'ils ne veulent pas s'engager sur la pérennité de l'usine, qu'ils mettent de l'argent de côté pour assurer un plan social qui fasse qu'on ne parte pas complètement à poil. Il y avait déjà un certain nombre d'inquiétudes parce que Ford se désengage en Europe depuis un certain nombre d'années. On a vu ce qui s'est passé à la faille. Le fait qu'aujourd'hui se désengage en tant qu'actionnaire, vous l'avez appris du coup la semaine dernière, ça relance du coup vos inquiétudes par rapport à la pérennité de l'usine et des emplois. Tout à fait, c'est pour ça qu'on exige d'eux qui nous offrent des garanties, parce qu'ils se séparent de l'usine dans une période où ils affirment haut et fort qu'ils vont se désengager de l'Europe, qu'ils ont entamé un partenariat avec Volkswagen pour fabriquer un certain nombre de véhicules en Europe, et que donc, à l'heure actuelle, on n'est absolument pas assuré que Ford restera un client pérenne de l'usine. Et dans la mesure où, en se barrant de l'usine, ils ne sont plus que les clients de l'usine, s'ils veulent tuer l'usine, il suffit qu'ils arrêtent d'acheter. Voilà. Et là, donc, vous avez des perspectives de commandes jusqu'à 2023. À l'heure actuelle, comment dire, les véhicules dont on fabrique des boîtes pour équiper un certain nombre de véhicules dont la fin de vie est programmée pour le 2023-2024. Et donc à l'heure actuelle, une fois que ces véhicules seront terminés, on va se retrouver pour qui on fera les boîtes. Voilà. Donc si on n'a plus de clients pour faire les boîtes, et c'est pas sorcier, c'est la fermeture. Donc à l'heure actuelle, on en est là. En sachant qu'encore une fois, Magna nous dit faites-nous confiance, on va vous en trouver d'autres. À toute cette situation, vous avez fait valoir le droit d'alerte. Qu'est-ce que vous attendez de cette mesure? Qu'est-ce qu'on attend de cette mesure? D'essayer d'y voir un peu plus clair sur leur stratégie, de voir si vraiment, comme on le craint, Ford essaye de sous-traiter la fin de vie de l'usine à Magna, ou est-ce que le rachat de Magna nous assurerait une réelle pérennité de l'activité. Donc ce droit d'alerte nous permettrait d'y voir un peu plus clair là-dessus. De la même façon qu'on s'est fait assister par un cabinet d'experts
dans le cadre de la distribution de GFT pour essayer d'y voir plus clair là-dedans. Parce que nous, on a accès à très peu de documents. Eux, ils auront accès à des documents auxquels on n'a pas accès, même si on craint qu'une bonne partie des documents, la direction refuse de leur donner. Mais en fait, ça nous permettra d'essayer d'y voir un peu plus clair. Et donc là, les prochaines échéances qui vont être importantes pour vous, c'est lesquelles? Alors, les prochaines séances qui vont être importantes, de fait, il y a le 4 novembre où normalement le CSE est censé donner son avis pour le 4 novembre sur la dissolution de GFT. Donc pour le moment, c'est ça la date importante. Après, au niveau des mouvements qu'on pourrait faire éventuellement, il va falloir qu'on se mette en tas et qu'on discute d'une stratégie. Là, à l'heure actuelle, on a fait celui-là parce que c'était au minimum important de marquer le coup, même s'il n'y a rien d'autre à côté, mais c'était important d'avoir fait au moins ça. Mais je pense que de toute façon, si on veut avoir des choses, il y aura que la bagarre qui nous permettra de l'obtenir. Donc, nous envisageons bien sûr des actions. Et là, ce qu'on voyait par exemple aujourd'hui, c'est qu'il y avait beaucoup d'autres secteurs qui sont venus en solidarité. Il y avait des étudiants, il y avait des personnels de la fonction publique, notamment des enseignants et des hospitaliers. Il y avait aussi les anciens ouvriers de la faille, de l'effort d'accès à l'industrie. Pour vous, c'est important en fait que une solidarité qui se tisse autour non seulement de Getrag, mais de l'ensemble des attaques qui sont en train de se profiler à la rentrée. Oui, nous pensons que c'est extrêmement important. Nous pensons que si on continue à se battre boîte par boîte, on se fera tous massacrer les uns après les autres. Et qu'à un moment donné, il sera important, oui, qu'il y ait un front ouvrier pour se bagarrer contre la politique patronale qui, en ce moment, se résume pour beaucoup à des fermetures d'usines à répétition et des licenciements en veux-tu en voilà, en sachant que, y compris, l'évolution du marché automobile ne va pas dans le sens de l'extension de la production des boîtes à vitesse manuelle, bien au contraire. Donc très rapidement, les problèmes de perspective vont se poser pour nous. Et il y a plein de boîtes partout en France qui se retrouvent avec la même problématique, notamment dans l'automobile par rapport au virage à l'électrique et à l'hybride, où une fois que le virage électrique et hybride sera mis en place complètement, on peut dire qu'il y a à peu près 40 à 50% du personnel de l'industrie automobile qui va fumer. Donc il est important, oui, à un moment donné, qu'on se mette tous ensemble pour se défendre, sinon on se fera avoir tous, chacun de son coin. Et du coup, on peut dire aussi que le patronat aujourd'hui profite de cette crise du Covid qu'il y a eu pour aussi avancer sur un certain nombre de licenciements en vue notamment du passage du manuel à l'électrique ou à l'hybride. Ah mais tout à fait, l'occasion créant le larron. Les patrons de l'automobile sont en train de se faire financer le virage électrique et hybride par les États et ils en profitent en même temps pour faire passer des licenciements qui de toute façon, suite à l'évolution technologique, auraient eu lieu. Il n'y a qu'à voir les licenciements de chez Renault. Ce n'était pas un plan qui a été décidé après le Covid, c'était un plan qui était déjà dans les cartons avant la crise du Covid. Et comme tous, ils en ont profité, vive le Covid, pendant qu'ils sont tous omnibulés sur les masques, et pendant ce temps, on avance nos pions. D'ailleurs, vous, comment ça s'est passé la situation ici avec le confinement à GFT? Comment ça s'est passé? Alors dans un premier temps, quand il y a eu l'annonce de Macron juste avant le confinement, la position de la boîte, c'était, pour le moment, ils n'ont pas dit que vous ne pouviez pas travailler, donc on continue à travailler. Le lendemain matin, l'équipe de matin, il y a une bonne partie des salariés qui ont dit non, dans ces conditions, on ne veut pas continuer. Donc ils se sont retrouvés sur le parking. Et là, on est arrivé à une situation de compromis où la boîte a fermé. On a à peu près une semaine et demie, un truc comme ça, où ils ont aménagé les postes et ensuite ils ont rouvert pour faire tourner une production minimale sur la base du volontariat avec une centaine de salariés. Donc pendant tout le confinement, l'usine a été arrêtée une semaine et demie. Depuis le 5 mai, tous les salariés sont revenus. Dans un premier temps, pendant le mois de mai, on ne travaillait que 6 heures par jour. Mais depuis le mois de juin, on est reparti avec un taux de production qui est inférieur à ce qu'il était prévu avant le Covid, mais qui est complètement détaché de la réalité du marché automobile. Parce que là, on produit quand même, à l'heure actuelle, on vient de remonter à 2100 transmissions par jour. Ça n'a strictement rien à voir avec les véhicules qui vendent au jour le jour. Y compris, on a énormément de stock chez nous et chez les clients. Et on continue à produire, en sachant qu'ils avaient prévu qu'il y aurait des risques de mouvements sociaux suite aux annonces qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Donc il y a une partie du stock qui doit, même si officiellement
c'est pour au cas où il y a un deuxième confinement et blablabla. En fait. Au cas où il y a un deuxième confinement, ils nous disent que ça permettrait d'avoir du stock et de continuer à faire tourner les usines. Bon, en fait, ça leur assure aussi une continuité des boîtes, même si on fait des grèves. D'accord. C'est une façon d'acheter la paix sociale un peu. Pas d'acheter la paix sociale, mais de faire en sorte que même s'il y a la guerre sociale, ça ne les perturbe pas. Est-ce que vous appelez avec la CGT Ford et la 17? Ah oui, bien sûr qu'on appelle à la manifestation du 17. Oui, ça oui, même si cette journée du 17, personnellement, me pose beaucoup de problèmes, on y sera quand même. Que ça sera une journée sans lendemain, comme on fait des journées sans lendemain depuis des années et des années, et que de fait, ça permet plus à démobiliser qu'à mobiliser. Voilà. On va partir au 17 sans perspective, quelque part. Pour moi, c'est problématique. Bah, merci.